Vous écoutez une formation du PRCF. Dans le cycle 1, sur le marxisme-léninisme et la question nationale, Défense des langues contre le tout anglais, par Georges Gastaud. Alors, effectivement, le marxisme s'est intéressé aux questions du langage dès l'origine. Dans le grand texte fondateur du matérialisme historique, qui est l'idéologie allemande, écrite par Marx et co-signée par Engels, il y a tout un passage sur le langage. Et donc, évidemment, avec une approche matérialiste, ça ne vous surprendra pas, du langage. Marx et Engels font remarquer que la pensée humaine ne flotte pas dans les airs, que les pensées humaines se présentent sous forme de sons et de couches d'air agitées, et donc, effectivement, les concepts s'incarnent dans des mots. Et donc, ces mots eux-mêmes s'enracinent dans des pratiques et cherchent, au fond, à transmettre aux hommes leurs capacités de production, se branchent sur leurs échanges, et ainsi de suite. Autrement dit, il y a une sorte de corps matériel du langage qui est lui-même le corps matériel de la pensée. Donc ça, c'est un petit peu le cadre général. Je me permets ici, de manière un peu publicitaire, si vous voulez, de vous renvoyer au tome 4 de mon livre Lumière commune, qui comporte un chapitre sur le langage, de façon donc philosophique et très générale. Alors aujourd'hui, je ne peux pas entrer totalement dans le détail par rapport à toutes ces questions-là. Il faudrait un cours spécial sur qu'est-ce que parler veut dire, si l'on peut dire. Mais je vais simplement me centrer sur les questions du rapport entre langage et politique. Donc ça sera beaucoup plus spécifique, beaucoup plus étroit, si l'on peut dire. Alors je ferai d'abord observer que les grands classiques du marxisme-léninisme ont parlé du langage notamment, et notamment des langues, la question des langues, hein, notamment à travers certains écrits de Lénine. Bon, Lénine, évidemment, dans la mesure où il y a une union des républiques socialistes soviétiques, et non pas simplement la Grande Russie des Tsars, a eu à s'interroger sur les langues nationales, puisque ce sont les bolcheviks, vous le savez sans doute, qui ont introduit en réalité les langues véritablement nationales. On n'écrivait pas, par exemple, le kirghize, on n'écrivait pas le tchouk, on n'écrivait pas toutes sortes de langues, puisqu'en Union soviétique, y compris à l'époque de Gorbatchev, il y avait 130 langues qui étaient parlées sur tout le territoire. Et ce sont donc les communistes qui ont mis en place souvent les alphabets, les grammaires, les dictionnaires, et qui ont aussi été recueillir dans les villages les traditions orales pour transformer les traditions orales des peuples de l'Union soviétique en ferment de littérature nationale, parce qu'ils avaient l'idée que pour qu'un dialecte, pour qu'une langue parlée simplement devienne une langue nationale, il faut qu'elle se dote réellement donc d'une littérature. Alors ça, c'est donc l'époque de Lénine, et il y a toute une réflexion sur le lien qu'il y a entre la construction d'une nation ou d'une république fédérée à l'Union soviétique, par exemple le Kazakhstan, ou par exemple le Kirghizistan, ou par exemple le Turkménistan, etc., et le fait donc de doter cette nation d'une véritable langue. Par ailleurs, Lénine, pour autant, et les communistes russes, y compris Staline, qui n'était pas russe, qui était géorgien, qui venait du Caucase, dont la langue maternelle n'était pas le russe, eh bien, donc, les communistes russes et les communistes soviétiques, plus généralement, plus sur l'idée que le russe devait servir de langue véhiculaire entre les peuples de l'Union soviétique. Il fallait bien qu'ils se comprennent entre eux. Et donc, aussi bien les gens de Turkménistan, d'Ouzbékistan, du Kazakhstan et ainsi de suite, faisaient leurs études en kazakh, en turkmène ou en ouzbek, autant ils communiquaient entre eux quand ils venaient par exemple au congrès du Parti communiste de l'Union soviétique en russe. Et donc tout le monde apprenait aussi le russe. Donc on tenait en gros, si vous voulez, pour le dire vite, les deux bouts de la chaîne. Pour aller plus loin dans la réflexion sur les langues et la politique telle que le marxisme a pu la débrouiller, je ferai aussi un petit détour par Antonio Gramsci. Alors, Antonio Gramsci a la particularité d'avoir été non seulement le dirigeant fondateur du Parti communiste italien avec Palmiro, mais aussi un linguiste de profession, si l'on peut dire. Bon, il n'a pas eu l'occasion de l'exercer beaucoup, puisque Mussolini l'a flanqué au trou, mais Gramsci était un étudiant en grammaire et en linguistique.
Et il s'est beaucoup intéressé notamment aux dialectes italiens, puisque vous savez sans doute que même encore dans les années 60-70, en Italie, dans la rue, les gens parlaient dialecte et non pas véritablement l'italien, sauf en Toscane, puisque l'italien, un petit peu comme le français, c'était pour nous le dialecte de l'Île-de-France au départ. Alors, cela étant, effectivement, Gramsci a beaucoup réfléchi, et notamment, je vous livre une phrase de Gramsci qu'on trouve dans ses cahiers de prison, donc Quaderni di carcere, et donc il dit ceci: à chaque fois qu'affleure, d'une manière ou d'une autre, la question de la langue, cela signifie qu'une série d'autres problèmes est en train de s'imposer. La formation et l'élargissement de la classe, la nécessité d'établir des rapports plus intimes entre groupes dirigeants et masses nationales populaires, c'est-à-dire de réorganiser l'hégémonie culturelle. Et je débouche évidemment sur un mot très important chez Gramsci, qui est la notion d'hégémonie culturelle. Tous ceux qui aujourd'hui nous rebattent les oreilles avec le gramscisme et le mettent à toutes les sauces et nous parlent de l'hégémonie culturelle sans arrêt, oublient la plupart du temps de rappeler que cette réflexion sur l'hégémonie culturelle avait un lien direct avec la réflexion de Gramsci sur la langue italienne, sur la nécessité en particulier, et donc de fédérer l'Italie, de construire un véritable État national, en faisant en sorte qu'on respecte certes les dialectes napolitains, piémontais et autres, mais que néanmoins tous les petits Italiens connaissent l'italien, parce que sinon il n'y aurait pas de nation italienne, et que s'il n'y avait pas de nation italienne, il n'y aurait pas de lutte de classe à l'échelle de toute l'Italie, et que donc il n'y aurait pas de révolution non plus socialiste. La construction des nations est indispensable à la construction des partis communistes nationaux et des révolutions socialistes nationales, même si naturellement il faut elles-mêmes les articuler avec la révolution socialiste mondiale. Enfin bon, chaque chose en son temps, et la construction de la révolution mondiale ne s'opère pas par magie en claquant des doigts, en disant vive la révolution permanente et internationale. Alors voilà donc une réflexion qui était celle de Gramsci. Vous le voyez en tout cas, bon, on peut retenir au moins l'idée que la question de la langue est une grande question politique. Ce n'est pas un petit à côté, comme on a quelquefois même au PRCF, disons clairement les choses, même au PRCF, tendance à considérer que c'est un peu une question, voilà, on se fait plaisir, on en parle 2 minutes dans un comité central, mais c'est pas là que se joue le gros morceau, si on peut dire, pas du tout. Les questions linguistiques, dans la mesure où elles affectent la question de la construction ou de la destruction d'une nation donnée, sont des questions politiques considérables, énormes, et notamment dans toutes les luttes anti-impérialistes du XIXe siècle d'abord, puis du XXe siècle, les questions linguistiques ont été absolument centrales. Il suffit de rappeler que, par exemple, au XIXe siècle, à l'époque de Marx, en 1848, où on a eu véritablement la première tentative, au fond, de révolution socialiste en 1848 en France, avec tentative du prolétariat, émergeaient en même temps les révolutions nationales. C'est-à-dire que nous étions devant une difficulté majeure, qui était celle pour les marxistes, de penser ce lien entre, d'un côté, la révolution prolétarienne internationale, européenne, si possible mondiale, et aussi ce qu'on appelait au XIXe siècle la question des nationalités. À l'époque, il s'agissait de déconstruire les grands empires, par exemple l'empire russe, qui naît une grande partie de l'Europe de l'Est, par exemple la Pologne, ou l'empire austro-hongrois, l'empire autrichien à l'époque, qui imposait l'allemand aux peuples serbes, croates, hongrois, et ainsi de suite, et qui ne les laissait pas parler leur langue, et ainsi de suite. Et donc, l'aspiration à parler sa langue nationale coïncidait avec l'aspiration à créer l'État national, l'État-nation. Par exemple, les Hongrois, quand ils ont construit l'État hongrois, et donc quand ils ont clairement aspiré à sortir de l'empire des Habsbourg, de l'empire austro-hongrois, enfin de l'Autriche, Österreich, l'empire, donc il y a le mot Reich dedans, eh bien, se sont réappropriés leur langue, et même ont carrément, on peut le dire, créé le hongrois moderne, avec sa littérature, sa poésie, et ainsi de suite. Les questions se sont posées, souvent de la même façon, effectivement, dans les luttes du XXe siècle, dans les luttes pour la décolonisation, par exemple.
mais de façon un peu différente, puisque par exemple, il faut savoir que dans la décolonisation des États, disons, dominés par la France, hein, dans les États de l'Afrique équatoriale et centrale française, par exemple, bien souvent les États qui ont accédé à l'indépendance ont, aussi paradoxal que ce soit, choisi le français comme langue nationale, ou en tout cas comme langue première, pas la seule. Souvent, il y a plusieurs langues nationales, mais parmi elles, il y a le français, tout bonnement parce que dans plusieurs de ces pays, il y avait énormément de langues locales, et que, bon, il fallait bien trouver une langue qui permette à des gens dans le même pays, prenons le Congo belge, par exemple, l'ex-Congo belge, alors là, c'était pas la France, mais c'est quand même le plus grand pays francophone d'Afrique, eh bien, donc il fallait trouver une langue qui leur permette effectivement de communiquer entre eux. Donc, c'est une question qu'il faut prendre, comme toujours, quand on est marxiste, de manière extrêmement souple, hein, et donc avec l'idée léniniste qu'il faut toujours procéder à l'analyse concrète de la situation concrète. Je dois dire aussi qu'il faut qu'on ait un petit regard sur ce qui s'est passé en France. Alors, vous savez sans doute que la nation française s'est constituée bien avant la Révolution française, quoi qu'on en dise, et que les Capétiens, en particulier de Philippe Auguste en 1200 et quelques, à notamment Richelieu, Louis XIV, etc., se sont efforcés de construire un État centralisé. Et cet État centralisé, ils l'ont construit. Alors on me dira, oui, mais non, ça ne cadre pas parce que j'ai appris dans les bouquins classiques du marxisme que le mouvement des nationalités allait de pair avec la bourgeoisie, la montée de la bourgeoisie. Oui, très juste, sauf que les rois capétiens se sont appuyés sans cesse justement sur la bourgeoisie pour combattre les grands féodaux. Ils voulaient unifier leur royaume. Ils en avaient marre de voir que les ducs de Poitou, de Charente et de je ne sais trop quoi, les Ségolènes royales de leur époque, si vous voulez, se rebellaient sans cesse contre eux. Ils voulaient construire un État centralisé, et pour cela, effectivement, ils s'appuyaient sur la bourgeoisie. Et c'est en alliance avec la bourgeoisie notamment, et notamment avec la bourgeoisie parisienne, ça ne vous étonnera pas, le grand roi parisien, celui qui a fait de Paris véritablement la capitale du royaume, c'est Philippe Auguste. Eh bien, ces rois se sont appuyés donc tout naturellement sur le dialecte de l'Île-de-France. Hein, le français au départ, c'est le francilien en réalité. On disait à l'époque le francien. Hein. Et ça aboutit au processus d'unification linguistique de 1539 avec ce qu'on appelle l'ordonnance de Villers-Cotterêts. L'ordonnance de Villers-Cotterêts, dans laquelle, effectivement, le français devient la langue des actes juridiques du royaume. Tous les actes du royaume doivent être rédigés en français. Au passage, quand des régionalistes occitans, catalans et autres disent « oui, c'est un scandale, là on a tué les langues du midi de la France », je signale que c'était surtout tourné contre le latin, non pas tant contre le français, contre le latin. Il s'agissait en fait de faire en sorte que le peuple, les gens, au moins la bourgeoisie, quand je dis le peuple, c'est beaucoup dire, puisque le peuple ne savait pas lire, mais que la bourgeoisie au moins puisse comprendre les actes politiques et juridiques, et donc qu'on abandonne le latin, qui n'était compris que par les doctes, pour parler en français. D'ailleurs, on disait la langue en langage national, en langage françois, en langage maternel françois, hein, ou François, comme on disait à l'époque. Ce qui n'interdisait d'ailleurs pas d'écrire en occitan dans certaines régions du pays, personne n'allait y voir de si près. Et j'insisterai surtout sur le fait, alors on va beaucoup nous dire que ce sont la bourgeoisie dominatrice du XIXe siècle, avec la Troisième République, qui en particulier a réprimé les langues régionales. Hein, donc on ressort sans cesse le petit panonceau que, paraît-il, on trouvait dans certaines écoles bretonnes et qui disait « il est interdit de cracher par terre et de parler breton », évidemment, ce qui était très humiliant pour le breton. Cela dit, il faut avoir clairement en tête le fait que derrière tout ça, il y avait une lutte politique. L'abbé Grégoire, qui était, contrairement à ce qu'indique son titre, un grand révolutionnaire français, proche des milieux jacobins, en pleine révolution, disait la révolution parle en français, la monarchie parle en dialecte, ou parle en patois. Hein. Et donc, effectivement, les curés, notamment, et les nobles, essayaient tout de même de garder les paysans dans leur particularisme local, en les enfermant dans les dialectes provinciaux, de façon à ce qu'ils ne puissent pas rallier le grand mouvement de la Révolution française. Donc,
peut-être qu'effectivement la bourgeoisie, avec ses méthodes propres qui ne sont pas celles des léninistes, on a vu tout à l'heure que Lénine avait travaillé à donner aux nationalités de l'Union soviétique leur langue, effectivement, eh bien, la bourgeoisie n'a pas procédé comme ça, elle a procédé à la bourgeoise, comme il est normal, peut-être, mais n'empêche que ça a été un processus globalement progressiste, puisque c'était un processus d'unification du territoire, de dépassement des féodalités provinciales. Et donc, en réalité, je voudrais simplement finir, pour ne pas faire trop long sur cette partie, disons, concernant un peu notre histoire aussi, par l'attitude des communistes français pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et je vous lis ici une citation de Louis Aragon, comme vous le savez, un des plus grands poètes quand même du XXe siècle et qui était communiste. Et donc, voilà ce qu'écrit Aragon. Il écrit en pleine occupation, hein, ce texte est écrit en pleine occupation, il ne restait de ce pays que son langage, un beau langage qui servait à tout. Vous savez, comme on a chez soi une chose précieuse qui est là depuis si longtemps qu'on en use à n'importe quoi, à empêcher la fenêtre de se fermer, et le petit l'apprend comme une règle pour dessiner, et c'est un presse-papier si commode. Qui donc se souciait que ce fût un pays, ce pays? Et il est indispensable, et il est indiscutable que c'est un grand progrès que de perdre ce sens de la jalousie, cette haine du voisin, cet orgueil de son toit, un grand progrès sur les ténèbres, un grand progrès sur le néant. Donc vous voyez, ce texte n'est pas nationaliste, puisqu'il nous dit que le nationalisme, il faut le dépasser, ne plus avoir l'orgueil de son toit. Mais dans le même temps, il nous dit que l'ancrage dans la langue française des résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale leur a littéralement sauvé la peau. Parce que qu'est-ce qu'il restait de la France après l'invasion de l'Allemagne nazie, après le régime vichiste, après le fait que le Nord-Pas-de-Calais, à l'époque, était détaché du territoire et directement géré par l'armée allemande, que l'Alsace-Lorraine avait été annexée, que la Bretagne était en voie de détachement, que la Corse a été cédée aux Italiens, que Nice était occupée par les Italiens aussi. Bref, la France n'existait plus. Qu'est-ce qu'il restait de la France, si ce n'est la langue française? Et ça a été un acte politique extraordinairement inventif et créatif de la part des communistes, qui pourtant n'avaient pas 3 francs 6 sous en poche, hein, que de distraire un peu de leur trésor de guerre pour créer pendant la guerre donc ce journal extraordinaire qui s'appelait Les Lettres françaises, clandestines évidemment, Les Lettres françaises, qui ont été animées donc par Aragon, par Elsa Triolet, donc son épouse, et par Claude Morgan essentiellement, qui a donné la parole à des gens comme François Mauriac, gaulliste, comme Jean-Paul Sartre, qui n'était pas communiste, et Vercors, tant d'autres, etc., donc, qui se sont retrouvés ensuite dans le Comité national des écrivains. Bon, alors voilà, ça c'est pour qu'on ait en tête que nous avons un grand passé de ce côté-là. Et encore, moi, lorsque j'étais jeune, nous avions en tête Jean Ferrat. Jean Ferrat qui, notamment, a toujours défendu la chanson française, effectivement, et notamment la chanson française contre la tendance qui existait déjà dans les années 70 à basculer vers une chanson en anglais mondialisée. Il y a même une chanson de Jean Ferrat, je ne l'ai pas retrouvée, mais vous la retrouverez sans doute, vous qui êtes plus habile que moi sur Internet, et qui a pour refrain « Pour être encore en haut de l'affiche, faudra que je chante en anglish. Si je ne veux pas finir en loc, il me faudrait un amerloc. » Donc la chanson à l'époque était une arme aussi pour résister à cette invasion culturelle. Le PCF avait d'ailleurs mené une grande lutte culturelle en 1945-46 contre le plan Bloom-Barnes. C'était un plan qui avait été signé par Léon Blum, donc grand ministre de la Troisième Force. En réalité, Blum a été extrêmement réactionnaire après la guerre. Il a participé à tous les gouvernements atlantistes. Et donc, il avait négocié avec les Américains, avec Truman, je crois, à l'époque, un grand plan culturel qui ouvrait les portes du cinéma français entièrement à Hollywood. Et c'est de là que sont sortis beaucoup de cinéastes, beaucoup de cinéphiles ne le savent pas, bien les structures actuelles du cinéma français. Si la France a encore un cinéma, c'est grâce aux communistes. S'il n'y avait pas eu les luttes des communistes dans ces années d'après-guerre, il n'y aurait pas eu le Comité national du cinéma, le CNC, et par conséquent, ce qui subsiste juste à nos jours, c'est-à-dire le financement public du cinéma français, ce qu'on appelle l'exception culturelle.
Alors voilà, donc ça c'est un peu le premier cadre. C'est pourquoi quand le PCF était quand même encore un grand parti national, un grand parti qui faisait jusqu'à 30% des voix dans ce pays, eh bien, donc, il était aussi un parti qui utilisait la langue française, et il était même un parti des plus grands poètes de l'époque, hein, donc Aragon, Éluard, Guy Vic par la suite, et sans doute d'autres que j'oublie. Un dernier mot pour dire que lorsque certains éléments gauchisants, y compris dans notre mouvance marxiste-léniniste, se disent oui, mais le français c'est la langue du colonialisme, eh bien oui, mais c'est une simplification aberrante, et ça veut dire qu'ils ne connaissent pas l'histoire de notre langue, puisque bon, les plus grands textes anticolonialistes ont été écrits dès les années 50, 60, 70 en français. C'est notamment Aimé Césaire, le discours sur le colonialisme, Aimé Césaire qui était un militant antillais. C'est le psychiatre, disons en gros anti-impérialiste, pour faire vite, Frantz Fanon, hein, qui a écrit donc un livre mémorable qui s'appelle Les damnés de la Terre. Et puis aussi, puisque je l'ai connu personnellement, je vous le recommande, hein, tous les militants du PRCF doivent avoir lu ça, je pense, c'est vite fait d'ailleurs, et c'est très prenant, même, comment dirais-je, très émouvant, le livre La question d'Henri Alleg. Henri Alleg qui fut membre de notre comité de parrainage. Henri Alleg qui donc a dénoncé la torture en Algérie dans un bouquin qui s'intitule La question, la question étant évidemment à prendre dans le sens du XVIe, XVIIe siècle, c'est-à-dire la torture. Hein. Voilà, et donc ce livre était clandestin au début. Je termine, ça fait 3 fois que je dis que je termine, mais je termine pour du bon sur cette partie, en disant que si vous y faites bien attention, vous verrez que, en réalité, bien des militants de l'ancienne Afrique coloniale française se réclament effectivement du français. En particulier, je vous signale le cas de Kateb Yassine, qui est un militant maintenant âgé de la bataille anti-impérialiste en Afrique et spécialement en Algérie, et qui disait que pour les militants de sa génération, le français faisait partie de ce qu'il appelle son butin de guerre, leur butin de guerre. Hein, donc le français n'appartient plus à la France, le français est universalisé. D'ailleurs, petite anecdote au passage, posez autour de vous la question quelle est la plus grande ville francophone du monde, on va peut-être vous répondre que c'est Paris, peut-être que c'est Bruxelles, peut-être que c'est Genève, ou peut-être que c'est Montréal, eh bien non, c'est Kinshasa. Hein. Je ferme donc la parenthèse. Alors voilà donc en gros pour la première partie. Alors, si vous voulez bien, je continue sur ce que j'ai intitulé, je vais essayer d'être plus rapide, la contre-révolution linguistique en marche dans ce pays et peut-être en Europe, hein, d'une façon plus générale. Alors la première des choses, c'est d'avoir en tête que nous assistons actuellement à un basculement extrêmement rapide, généralisé, méthodique et je dirais même planifié par l'oligarchie. Beaucoup de gens pensent que l'anglais, bon d'abord ils ne voient pas l'ampleur du phénomène. Mais moi qui suis par exemple président d'une association de défense du français, je peux vous dire que tous les jours, des monstruosités m'arrivent de tous les côtés, de tous les coins de France, quoi. Et que même les collectivités territoriales, par exemple, qui sont censées travailler en français, choisissent pour leur dénomination touristique des noms systématiquement anglais et ainsi de suite. Eh bien, ce n'est pas qu'une mode. Ce n'est pas qu'une mode, on va me dire c'est tendance. Mais ce n'est pas qu'une mode, c'est réellement une politique. Et il faut bien le dire autour de nous, parce que les gens, et spécialement les gens de gauche, ne le voient pas. D'ailleurs, le français est la grande absente, le français est le grand absent, je dirais. Et la langue française est au féminin, je trouve que ça lui va bien. Mais donc le français est la grande question absente de la présidentielle, hein, systématiquement, d'une façon générale, y compris chez tous ces braillards de l'extrême droite qui n'arrêtent pas de parler de la grande substitution de la race blanche et son remplacement, son grand remplacement, comme ils disent, par les Noirs venus nous envahir d'Afrique, les Maghrébins, ainsi de suite, alors que dans le même temps, ils sont totalement indifférents à ce qui se passe sous leurs yeux et qui là n'est pas un fantasme, qui est une réalité, c'est-à-dire la substitution galopante du français par l'anglais, par plus exactement le globish, c'est-à-dire cette espèce de code généralisé, enfin d'anglais d'aéroport, pour le dire vite,
qui donc s'empare un petit peu de tous les secteurs du pays, enseignes, produits divers et variés, publicités, chansons, ambiance dans les magasins. Enfin, vous pouvez ici faire une liste longue comme le bras. Faites une simple expérience. Descendez la rue principale de votre ville, et surtout si vous habitez une grande ville, alors là, ça sera encore plus flagrant, et vous allez voir que déjà une enseigne sur deux, si ce n'est pas 2 enseignes sur 3, sont en anglais. Moi, j'habite Lens, l'association des commerçants lensois s'appelle Shop in Lens. Hein. Vous apprécierez le jeu de mots qui est extrêmement rigolo et très fin, spirituel. Donc Shopping Lens, quoi, hein, bien sûr. Et donc ils impulsent littéralement donc le remplacement systématique du français par l'anglais. Là, il y a quelques jours, il y avait une course en ville. Bon, bah, elle a été appelée par la mairie de Lens Urban Trail, n'est-ce pas? On ne peut pas dire course urbaine ou je ne sais pas quoi, un truc dans ce style. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est systématique et c'est méthodique et il faut se rendre compte. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas ce caractère populaire qu'ont eu jusqu'ici bien souvent les créations linguistiques. Parce que lorsque François Ier a décidé de passer au français, si vous voulez, un peu sur tout le territoire, il ne l'a pas inventé. Il ne l'a pas inventé, c'était un mouvement naturel, en quelque sorte, ça se passait un petit peu partout. C'était porté par l'unification du marché national français, l'apparition du marché national qui avait besoin d'une langue nationale. Là, on a affaire à quelque chose de très différent, on a affaire véritablement à une politique oligarchique. Ça descend des grandes entreprises, des directoires de grandes entreprises, ce sont des décisions de conseil d'administration que, par exemple, désormais, eh bien, chez Renault, toute la communication technique interne se fera en anglais. Ce n'est pas les ouvriers, ce n'est pas les techniciens, ce n'est pas les ingénieurs qui ont demandé ça. Et bien d'entre eux sont embêtés, parce que c'est pas tout de dire on va passer à l'anglais, mais ensuite, effectivement, il faut maîtriser suffisamment l'anglais pour que ce ne soit pas une souffrance au travail permanente avec une perte de temps colossale pour tout un chacun, que d'arriver à faire un travail qui est quand même difficile, celui de l'ingénieur, ou même celui de l'ouvrier, du technicien, qui doit lire des notices en anglais. Hein, donc, avec le risque permanent, la sueur au front, de se tromper lorsqu'il manipule des tuyères, des chaufferies, des choses comme ça qui peuvent lui péter au visage. Hein. Bon, donc on est véritablement dans une espèce de descente. Alors, je signale que le chef d'orchestre, alors c'est d'abord au niveau mondial les puissances anglo-saxonnes, car on a des textes des puissances anglo-saxonnes, des Anglais, de Churchill, après la guerre des présidents américains, qui disent que, évidemment, si ils arrivent, et ils vont le subventionner à milliards, ils vont subventionner à milliards l'imposition de la langue anglaise dans toute leur sphère d'influence politique, parce que tout simplement c'est un excellent vecteur commercial, pour commencer. Si l'anglais devient la langue numéro 1 au niveau politique et géopolitique, évidemment, vous vous rendez bien compte de l'avantage commercial colossal que ça donne aux produits anglo-saxons. C'est aussi un moyen d'influence qu'on appelle un soft power, naturellement, donc on peut le dire autrement, un pouvoir doux, si vous voulez. Et d'une manière générale, effectivement, c'est ce qui permet de coloniser les têtes sans avoir nécessairement besoin d'envoyer des tanks, même si les tanks suivent dans un second temps. Alors, on a ça, et maintenant, on l'a au niveau de la Commission européenne. Par exemple, alors que les traités européens que nous combattons, mais enfin, ne cessent de dire que l'Union européenne doit respecter la personnalité de chacun des États membres. C'est écrit en toutes lettres dans tous les traités européens successifs, y compris dans la Constitution européenne ou dans son succédané, le traité de Lisbonne. Eh bien oui, mais là, dans la dernière période, en cascade, sous l'influence de Ursula von der Leyen, la présidente allemande de la nouvelle Commission européenne, la Commission européenne, la Cour des comptes européenne et le Parquet européen ont décidé que l'anglais serait désormais leur seule langue de travail. Et même lorsqu'ils réunissent des journalistes et qu'ils font des conférences de presse, la plupart du temps, il n'y a même pas de documents de traduits. Ou alors on les a le lendemain, le surlendemain, c'est-à-dire au fond qui ne servent à rien pour les journalistes. Que bien souvent, Mélenchon le dit lui-même, il a dû intervenir, et pas seulement lui, parce que le Parlement européen ne produisait plus ses textes dans les différentes langues de l'Union, mais seulement en anglais.
Vous imaginez l'entrave antidémocratique énorme que ça peut signifier aussi pour même les députés européens, même si nous n'aimons pas ces gens-là, mais il n'empêche que c'est quand même la moindre des choses qu'ils puissent comprendre les textes sur lesquels ils sont censés voter. Hein. Et tout à l'avenant. Tout ça est évidemment totalement illégal, et c'est là que je veux justement intervenir très fort en disant que, en matière linguistique, il n'y a plus d'état de droit. Nous parlons de fascisation. Alors ce n'est pas évidemment la fascisation avec des tortures dans les caves, mais c'est un élément, comment dirais-je, subreptice, sournois, souterrain, hein, non pas peut-être de fascisation, je dirais de glissement totalitaire culturel, que cette espèce d'imposition générale de la langue unique. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, cela permet effectivement une domination de tous les instants qui finit par ne plus se voir. D'autant plus que, bon, quand on baigne dedans sans arrêt, quand on est imbibé de ça dès qu'on est petit, eh bien, évidemment, ça s'appelle ensuite la servitude volontaire, et ce gavage qu'on a subi quand on était petit, on s'imagine qu'on l'a choisi. Et c'est toujours pareil, Spinoza remarquait déjà que la pire des servitudes, c'est quand on ne s'aperçoit pas qu'on est esclave. C'est là qu'on est le plus asservi. Alors, cela a été donc évidemment imposé de façon assez systématique. Et en France, nous avons nos collabos, ce que Michel Serres, philosophe, qui n'était pas marxiste, hein, qui était un européiste béat même, je dirais, appelait néanmoins l'attitude des collabos les collabos de la pub et du fric. Il disait que les partisans du tout anglais sont les collabos de la pub et du fric, et en l'occurrence, pour la première fois de sa vie, dans un texte de philo, Michel Serres montrait sa capacité à produire une analyse de classe. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il ajoute même, Michel Serres, il y a plus d'Anglais maintenant sur les murs de Paris qu'il n'y avait d'Allemands pendant l'occupation. Lui, il est mort maintenant, il a vécu sous l'occupation, et il a en conclué une chose de ce style. Voilà, donc on est devant quelque chose de systématique. En France, ça se traduit par la politique systématique de tous les présidents de la République depuis Chirac. Il y a eu un sursaut sous Chirac, il y avait encore de vagues réminiscences gaullistes, hein, et à l'époque de Chirac, il y a eu la loi Toubon, qui était censée défendre le français. Et puis cette loi a été systématiquement contournée, et ensuite elle n'a plus seulement été contournée, elle a été littéralement violée par ceux qui étaient chargés de la défendre, c'est-à-dire les dirigeants français, le pouvoir exécutif français, et normalement c'est son nom, chargé de faire exécuter les lois. Et là, il a fait exécuter la loi Toubon, mais peut-être au deuxième sens du mot exécuter, dirais-je, en quelque sorte. Il lui a tordu le cou, si l'on peut dire. Ça a d'abord été Sarkozy avec son inénarrable Valérie Pécresse. Nous voilà en pleine actualité. Hein, Valérie Pécresse, les franciliens savent que la carte orange, maintenant, elle l'a fait rebaptiser Navigo Easy. Hein. Ils savent que, d'une façon générale, dès qu'elle peut dénommer en anglais un site quelconque de l'Île-de-France, elle le fait. Et pour cause, elle s'est exprimée sur ce sujet. Elle a même eu le prix de la carpette anglaise pour ça, qui est décerné chaque année, parce qu'elle avait déclaré, en tant que ministre, le français est une langue déclinante, je briserai le tabou des cours en anglais à l'université. Et ça a accompagné sa grande casse de l'université à la française des années Sarkozy. Vous savez qu'à l'époque, il y a eu en France la plus grande grève de toute l'histoire universitaire française, y compris une certaine grève du Moyen-Âge qui avait duré fort longtemps pour défendre les franchises universitaires contre l'évêque de Paris. Eh bien, c'est Valérie Pécresse, la dame de fer, l'imitatrice de Thatcher, fierté nationale en moins, parce que Margaret Thatcher, on peut lui retirer beaucoup de choses, mais elle était anglaise, quoi. Et même agressivement anglaise, si l'on peut dire, alors que Pécresse, on se demande, quoi. Et donc, effectivement, on a eu ça. Puis ensuite, ça a été sous Hollande, la loi Fioraso, Geneviève Fioraso, qui était sa sous-ministre de l'université, qui a donc fait sauter le tabou que Valérie Pécresse n'avait pas totalement réussi à faire sauter, puisque la loi Fioraso a autorisé les universités à donner des cours en français. Alors on arrive à quelque chose d'extraordinaire. Il y a maintenant des milliers d'enseignements qui sont en anglais, donc dans les universités françaises, avec le comble du ridicule qui est que, bien souvent, ils sont dispensés en anglais par des professeurs français à des étudiants francophones. Je dis pas seulement français, mais africains, quoi, disons. Alors vous avez des étudiants qui arrivent d'Afrique, qui sont des étudiants, quelquefois, qui sont
de langue maternelle Wolof, par exemple, ou Peul, mais enfin qui savent bien le français, qui ont appris le français, et qui viennent en France parce qu'ils croient qu'ils vont faire des études en français, et voilà qu'on leur demande de faire de la physique en anglais. Et je m'étonne, je suis stupéfié de voir que les syndicats étudiants sont incapables de dénoncer cette énorme atteinte à l'égalité des chances et aussi le caractère extraordinairement sélectif de ce que ça signifie pour les étudiants qui ont déjà peut-être quand même quelques difficultés à comprendre la physique ou les maths, hein, qui ont déjà à bûcher ça, et qui en plus doivent le faire autrement que dans leur langue maternelle, ou que dans la langue en tout cas qu'ils manient le mieux. Bon, et ensuite ça a été évidemment la période de Macron. Alors là c'est la floraison, l'explosion, le feu d'artifice, si l'on peut dire. Chaque année, Macron organise une espèce de foire aux investissements étrangers en France qui s'appelle Choose France. Chaque année, donc, il parraine à Paris comment ça s'appelle, le One Planet Summit, hein, le sommet d'une seule planète. Et ça ne peut pas se dénommer en français, bien entendu. Et tout à l'avenant, Anne Hidalgo aussi a battu des records à l'époque où Paris a dû obtenir les Jeux Olympiques, hein, pour la ville capitale, puisque la Tour Eiffel était illuminée avec un slogan en anglais, je ne sais plus ce que c'était, mais enfin, un truc débile de toute façon. En général, le contenu et la forme marchent très bien ensemble, hein. Et j'y reviendrai tout à l'heure, ce n'est pas la langue de Shakespeare, évidemment, qui est promue, c'est bien ce que j'appelais tout à l'heure le globis, c'est-à-dire l'anglais d'aéroport. Tout cela, on l'a aussi dans les pays voisins, hein. On a aussi ça en Allemagne. Par exemple, le président allemand, qui, alors c'est pas celui qui est en titre maintenant, il était en fonction il y a quelques années, et à la télé, il a déclaré que les Allemands devaient passer à l'anglais dans le cadre du travail. C'est Volkswagen, avant Renault et Peugeot, qui a la première décidé que toute sa communication interne se ferait en anglais et non plus en allemand. Et donc le président allemand qui a déclaré que les Allemands devaient garder ce qu'il appelle démagogiquement, hypocritement, la magie de la langue maternelle. La magie de la langue maternelle, il faut la garder pour le foyer. Autrement dit, l'allemand doit devenir, à tous les sens du mot, si j'ose dire, une langue domestique. La langue noble, la langue des maîtres, la langue noble, ça doit être donc l'anglais. Et c'est effectivement un choix de classe manifeste, énorme, systématique, systémique, qui a été d'ailleurs mis en place par un Français, comme toujours, hein, puisque les Français de cette oligarchie sont sans doute les plus traîtres, à savoir le baron Sellière. Alors les gens de votre génération ne savent pas forcément toujours qui c'est. Sellière, c'était le président du MEDEF en 2003. C'est lui qui a mené avec Raffarin la plus grande bagarre contre les retraites, qu'il a gagné malheureusement, et comme il l'a gagné, il a été promu, et dans la foulée, il a été nommé par ses pairs européens président du syndicat patronal Business Europe, ça s'appelle comme ça. Et là, devant le Conseil européen, c'est-à-dire les chefs d'État, les premiers ministres européens réunis, eh bien, Sellière a commencé sa phrase en français, il a fini en anglais, en disant que désormais, je ne vous parlerai plus qu'en anglais, la langue des affaires et de l'entreprise. La messe est dite. Donc, c'est un choix de classe. Alors ici, il faut comprendre pourquoi ce choix de classe. Je ne vais pas plus entrer dans le détail. Ce choix de classe, à mon avis, il a plusieurs objectifs politiques, sociaux, culturels, renvoyant à ce que Gramsci appelle l'hégémonie culturelle. Le premier de ces objectifs, c'est évidemment la casse des États-nations. Là, c'est dans l'actualité, nous sommes en plein dans la grande politique. Hier, Macron s'exprimait sur son plan pour l'Europe, puisque c'est lui qui va présider l'Europe jusqu'aux élections présidentielles. Le hasard fait bien les choses. Et donc, son passage à la souveraineté européenne. Il n'ose pas dire l'Europe fédérale, mais c'est ce que ça veut dire. Et l'Europe fédérale, ce que ça veut dire en clair, ce sont les États-Unis d'Europe. S'il y a des États-Unis d'Europe, ça veut dire que la France, l'Italie et ainsi de suite deviennent des États un peu comme ceux des États-Unis ou comme les cantons de Suisse. Et que petit à petit, ils cessent d'être donc des États-nations indépendants. Ah. Alors, oui, Philippe, vous voudrez prendre la parole, je vois. Non? Ah, alors, oui, j'ai fait une erreur. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. D'accord. On les questions à la fin, c'est mieux. Je continue. Donc,
le but, évidemment, est de casser les différentes nations d'Europe, parce que les nations, ça les gêne. L'impérialisme, dans sa phase actuelle, est gêné par l'existence de nations. Tout au moins, il est gêné par l'existence de nations dominées qui pourraient présenter certaines réticences à s'intégrer totalement dans les plans de l'oligarchie. Bien entendu, comme toujours quand on construit un empire, eh bien on dit bon, il va falloir en finir avec les nations, il va falloir s'élargir à l'échelle de l'empire, mais en réalité, comme dans l'empire français de Napoléon, il est clair que toutes les nations baissaient pavillon, sauf la France. Il est clair que dans l'empire hitlérien, toutes les nations baissaient pavillon, sauf l'Allemagne. Et bon, que dans l'empire états-unien mondial actuel, toutes les nations baissent pavillon, sauf évidemment la nation centrale. Donc ça vaut pour toutes, sauf pour une. Hein. Et de la même façon, ça vaut pour toutes les langues sont dépassées, sauf une, et ainsi de suite. Et donc c'est un faux universalisme, un faux internationalisme. Ça, c'est la première des raisons. Donc, si nous laissons casser notre langue, la France disparaîtra, ni plus ni moins. Elle sera ce que j'appelle quelquefois un couteau sans manche dont on a jeté la lame. Hein. Alors, plus de langue, plus d'acquis sociaux, plus de produire en France, plus de république une et indivisible, plus de laïcité à la française, etc., plus d'éducation nationale, d'électricité de France, et ainsi de suite. Bon, après, on pourra toujours dire la France, mais ça va dire quoi la France? Ça ne sera plus qu'une sorte d'expression géographique. Bon, premier élément, donc. Faut donc insister auprès des militants des groupes qui veulent se battre pour la souveraineté populaire. Pas de souveraineté populaire sans souveraineté nationale, et pas de souveraineté nationale s'il n'y a pas non plus de défense de la langue et plus généralement de la culture nationale. Le deuxième élément qui me paraît encore plus fort, beaucoup plus fort encore que celui-là, c'est que je m'étonne, hein, je me fais l'impression d'être vraiment un Olibrius dans le champ du marxisme, parce que j'ai le sentiment d'être tout seul à le dire. Et pas seulement en France, mais partout. En réalité, ils sont en train de construire quoi? Ils ont déjà construit le grand marché unique européen. C'est les oligarques. Hein. Ils veulent maintenant construire le grand marché transatlantique. Vous vous rappelez qu'il y a quelques années, c'était le TAFTA, hein, qui est tombé à l'eau, mais pas bien longtemps. Hein, il va revenir. C'est le CETA maintenant, avec les Canadiens, le marché avec le Mercosur, hein, et ainsi de suite. Et donc, ils veulent construire cette espèce de grand marché mondial, en tout cas transatlantique plutôt, de l'emploi. Et s'ils veulent mettre en place aussi ce grand marché de l'emploi et des marchandises, eh bien c'est beaucoup plus simple que d'avoir une seule et même langue. Et surtout, d'avoir un gros avantage dans la lutte des classes. Car évidemment, ces gens-là, ils calculent toujours tout, en définitive, à partir de ce critère, comme nous d'ailleurs, sauf qu'on n'est pas du même côté de la barricade. Et donc, en réalité, ils se disent que si demain, pour être employable, dans quelque emploi que ce soit, y compris les petits emplois, y compris ce qu'ils appellent d'ailleurs si bien les jobs, en faisant disparaître ce mot français de métier ou d'emploi avait encore, disons, de porteur, de point d'appui, quoi, de force. Hein. On a un emploi, on a un métier, on a un travail, on n'a pas un job, traditionnellement chez nous. Alors peut-être ça ne veut pas dire la même chose chez les Américains, chez les Anglais, mais en français, vous voyez bien ce que ça signifie. Eh bien, à ce moment-là, il y aura non plus 10 personnes qui vont rivaliser pour cet emploi, avec ce que ça signifie pour le patron, c'est-à-dire un avantage sélectif considérable, mais 100, mais 1000 à l'échelle de l'Europe, à l'échelle de la planète, et puis allez-y, l'immigration sauvage, et donc aussi le but final de tout ça, Annie Lacroix le signale sans cesse, c'est-à-dire l'écrasement des salaires. C'est clair que c'est un rapport des forces entre le capital et le travail, et le salaire. Hein. Et si vous avez donc plus de gens qui sont demandeurs d'emploi que de gens qui offrent des emplois, les salaires vont baisser. Si c'est le contraire, les salaires vont monter. Donc, comme par exemple dans la période actuelle, vous voyez bien que le nouveau gouvernement allemand dit qu'il nous faut 400 000 immigrés par an en Europe. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que dans la petite période de reprise que nous avons en ce moment, de relance, eh bien forcément, les emplois les patrons ont du mal à trouver des travailleurs, notamment pour les emplois mal payés, et par conséquent, eh bien, il faut ouvrir de tous les côtés de façon à empêcher que les salaires montent. Voilà, c'est tout bête. Alors, il faut quand même qu'on ait ça en tête, hein, et qu'on voit bien que l'enjeu pour nous marxistes, c'est non pas de segmenter le marché mondial du travail ni le marché européen,
Nous sommes pour la désegmentation, puisque nous sommes des internationalistes, mais nous sommes pour une désegmentation planifiée, coordonnée, égalitaire, mettant tous les pays, toutes les cultures, toutes les langues à égalité. Et non pas pour cette espèce de jungle. Voilà, c'est toujours pareil, ils cassent tout, ils cassent toutes les frontières, mais de façon telle que les gens soient soumis ensuite à une concurrence effrénée, qu'ils s'en meurent quelques-uns de préférence dans la Manche ou dans la Méditerranée, et que ensuite, eh bien, la pression soit maximale sur chaque salarié, sur chaque pays. Ça s'appelle, en bon français, le moins-disant social, et en mauvais français, le dumping social, le dumping national, et je dirais le dumping linguistique. Vous voyez bien tout ce qui est derrière, je ne développe pas plus. Le dernier point, sur lequel vous pouvez tous être, attentifs, me semble-t-il, c'est que je reviens à ce que je disais au début sur l'approche marxiste du langage. Si la langue n'est pas quelque chose qui flotte en l'air, si la langue est liée à des pratiques sociales, à des rapports de force, à des rapports de classe, à des idéologies, et ainsi de suite, eh bien ce n'est pas rien, idéologiquement parlant, politiquement parlant, etc., que de casser une langue. Si vous cassez une langue, vous cassez un inconscient historique. Vous cassez tout ce qui a été accumulé dans le cadre d'une culture, d'une histoire, d'une nation. Une nation, c'est une histoire. Alors, c'est pas une histoire à la Zemmour avec, disons, une sorte de congélation du passé, mais c'est quand même une histoire, effectivement. Donc, notre langue porte les batailles du peuple français, alors les défaites aussi, hein, les impasses, enfin tout, elle charrie tout, comme un fleuve, en quelque sorte, hein, et les contradictions surtout. Mais bon, en tout cas, les contradictions telles que l'histoire a pu leur donner forme. Et si vous cassez cette langue, eh bien, vous faites en sorte que les gens, ensuite, n'ont plus les mêmes concepts pour penser le monde. Casser une langue, c'est casser des concepts, une approche du monde, c'est casser une vision des choses, c'est casser une conception des choses, ce qui ne signifie évidemment pas qu'il faut s'enfermer là-dedans, ce qui signifie qu'il faut être internationaliste et prendre en compte la belle phrase de l'écrivain italien Umberto Eco, l'auteur du Nom de la Rose. Peut-être vous avez vu ce magnifique film là de, je sais plus, c'est pas Jean-Jacques Hano, il me semble. Bon, enfin bref, Umberto Eco qui dit la langue de l'Europe, c'est la traduction. Alors l'Europe véritable, pas l'Union européenne, la langue de l'Europe en tant que ensemble culturel, par exemple, tel qu'elle pouvait se dessiner, au moins chez les élites, dans l'Europe des Lumières du XVIIIe siècle. Hein. Et donc, effectivement, vous voyez bien que c'est toute la différence entre le supranationalisme avec un pays, un peuple, etc., qui écrase tous les autres, avec une culture, une langue, etc., qui écrase toutes les autres, qui nie toute diversité, et effectivement, donc, un internationalisme. Là, c'est pas supra, c'est inter, et dans le mot inter, vous entendez l'égalité. L'égalité, l'échange entre les peuples. Je ne vais pas plus loin parce que je suis trop long. Dans la dernière partie donc, de mon texte, j'indique un petit peu ici quelles sont les possibilités de résistance que nous pouvons avoir. Et j'insiste donc surtout d'abord sur le fait que chacun peut au moins résister à titre personnel déjà. Ce n'est pas rien que de ne pas dire email, mais de dire courriel. Je ne suis pas contre l'anglais, hein, qu'on entende bien la chose. Si on parle anglais, c'est très bien. Et si on parle anglais avec des Anglais ou avec des Américains. Mais quand on parle anglais avec des Français, eh bien là, c'est tout simplement ce qu'on appelle de l'aliénation. Et donc, ma foi, moi je fais entendre quand on me parle, effectivement, que je ne dis pas email, mais que je dis courriel, que je ne dis pas job, mais que je dis travail ou emploi, ou des choses comme ça. Et donc, du coup, je provoque la discussion. Je provoque le débat, surtout quand ça revient plusieurs fois, et donc que du coup, on s'aperçoit que c'est un choix. C'est nous qui décidons si nous disons job ou si nous disons emploi. C'est nous qui décidons si nous disons, j'ai pris un exemple de classe, boss, avec souvent une nuance affective. Alors ça va, boss, et on imagine tout de suite le gars décontracté, le patron décontracté, avec les manches de chemise relevées, qu'on tutoie au boulot. Ou si on dit le patron, ou comme disaient auparavant les ouvriers communistes, le singe, ou qu'on dit carrément comme le taulier, par exemple. Vous voyez, avec toute la nuance de classe qu'il y a dedans et tout ce que ça porte de lutte passée contre le patronat, quoi. C'est toute cette conscience de classe cristallisée qui se trouve dans les mots. Donc ça, c'est le premier élément. Il y a un deuxième élément aussi qu'on peut toujours faire valoir, c'est que précisément, toute cette politique a été imposée au peuple français, illégalement, 2, anticonstitutionnellement, puisque l'article 2 de la Constitution française dit «
la langue de la République est le français. Donc, évidemment, tous ces gens-là, déjà, c'est un viol de la République et des lois existantes, violent la loi. Et donc, il faut sans cesse le faire remarquer. Et enfin, dernière chose aussi, on peut dire du coup que puisqu'il l'impose sans débat, c'est le débat le plus tabou. Le tabou qu'il faut faire sauter, Madame Pécresse, ce n'est pas celui des cours en anglais à l'université, il n'y en a que trop. Je ne parle pas évidemment des cours d'anglais. C'est pas la même chose. Bien sûr qu'il faut apprendre l'anglais. Et si possible aussi l'allemand, l'italien et le russe, ou et même à notre époque le chinois, hein, ou l'arabe. Bon, enfin, passons. Mais en tout cas, il faut surtout se rendre compte que il faut débattre de tout ça. Plus on en débat, et moins ça passe facilement, parce que les gens, quand il y a débat, on voit qu'il y a contradiction. Et quand il y a contradiction, on voit qu'il y a choix. Tandis que quand il n'y a ni débat, ni contradiction, il n'y a pas de choix. Et donc, bon, ben voilà, c'est tendance. L'anglais est tendance, et donc on se met au globish, comme on va choisir, je ne sais pas moi, des talons plats ou des talons hauts, selon les périodes, parce que c'est la mode, sans y avoir spécialement réfléchi, comme des moutons. Et enfin, dernière chose, après je n'irai pas plus loin, c'est qu'il faut lier la résistance linguistique à la résistance sociale, plus globalement. Quand je vois dans les manifestations, quelquefois, surtout dans les milieux intellectuels, quand je vois des choses du style, je ne sais pas moi, par exemple, academic pride, hein, lorsque les chercheurs défilent pour avoir un budget correct contre Valérie Pécresse, sous la banderole Academic Pride, mais ils ont déjà perdu. C'est pas la peine qu'ils manifestent davantage. Elle rigole quand elle voit ça. Elle dit, mais allez, venez les petits. Hein. Je vous donnerai peut-être quelques sous, mais sur l'essentiel, je vous ai déjà, parce que vous aurez accepté du même coup, non seulement la façon de parler dans la langue unique, mais aussi de fonctionner dans la langue unique, et donc d'accepter, par exemple, le mode de fonctionnement de la recherche dans les pays anglo-saxons en liquidant le Centre national de la recherche scientifique tel que l'avaient construit Joliot-Curie et les communistes en 1945. Il faut bien voir qu'il y a tout ça derrière, hein, que ce ne sont pas seulement des enjeux de mots. Derrière les mots, il y a des pensées. Derrière les pensées, il y a des rapports de force. Et quand on se laisse déposséder de ces pensées et de ces mots, eh bien ensuite on est le jouet facile, le jouet des rapports de force. Montrons que c'est la même casse que de celle qui démolit nos acquis sociaux, issus de 36 ou de 45, que celle qui démolit la République unie et indivisible, que celle qui démolit voilà, par exemple, la souveraineté nationale. C'est une seule et même chose, c'est l'écrasement de l'euro-mondialisation. Alors, je n'ai pas développé, peut-être qu'on en parlera plus dans le débat, parce que je ne peux pas tout dire maintenant, mais je n'ai pas développé les autres attaques, notamment contre la langue française, à travers en particulier les séparatismes régionalistes, que les tenants du tout anglais, de l'européisme et de l'euromondialisation utilisent, instrumentalisent en réalité comme cheval de Troie, hein, pour sympathique, folklorique en quelque sorte, si l'on peut dire, hein, sans avoir aucun mépris pour les langues régionales. Je suis moi-même locuteur natif du niçois et du monégasque, et j'ai été bien triste de les voir au fond disparaître. Mais voilà, on va les utiliser pour faire passer autre chose, qui est ce qu'on appelle le désétablissement du français. Vous voyez, quand dans les provinces, entre guillemets, parce que c'est pas des départements, non, c'est dans des provinces à l'ancienne, type ancien régime de France, eh bien, on dit, voilà, il faut la co-officialité du français et du breton, ou du français et du corse, etc., etc. Et puis, en fait, tout simplement, l'enseignement immersif dans une langue régionale où il n'y a pratiquement plus de français du tout, eh bien, on déconstruit le pays, on déconstruit la nation, on déconstruit le commun, la République, la chose publique, res publica. Hein. Et donc, bon, il faut évidemment résister à cela. Ça ne veut pas dire qu'il faut mépriser les langues régionales. Au contraire, les communistes, historiquement, ont toujours défendu les langues régionales, à l'époque où elles étaient complètement méprisées. Il y avait les députés communistes qui déposaient des lois pour tenter de sauver le breton ou l'alsacien ou je ne sais trop quoi. Et donc, ils demandaient que ce soit enseigné dans l'éducation nationale, avec de l'argent pour ça. Ils demandaient que les langues régionales ne soient plus considérées comme, disons, des facteurs de division du territoire, mais comme le bien indivis de toute la nation. Parce que, après tout, on peut aimer parler breton, même si on habite le Nord-Pas-de-Calais ou la Corse. Et on peut aimer parler corse, même ou basque, même si on est à l'autre bout de l'Hexagone, ou créole, si on parle des Antilles, alors qu'on est en France, évidemment, bien sûr. Si vous voulez qu'il y a plein d'Antillais en France,
et que le créole ne doit pas être cantonné simplement aux Antilles, par exemple. Hein. Donc en réalité, on est des défenseurs véritables des langues régionales. Mais on ne veut pas que les langues régionales soient utilisées pour en réalité, comme on dit, désétablir le français, c'est-à-dire faire tomber de son rôle constitutionnel de langue de la République. Et une fois qu'il serait tombé, évidemment, vous vous doutez bien, malgré tout le respect que je peux avoir pour le basque, le breton ou l'alsacien, que c'est pas ça qui va remplacer le français. Hein, que c'est le tout globiche de l'Union européenne, du grand marché transatlantique, de l'OTAN, et bon, en gros, de cet empire terrifiant. Je conclus seulement sur un mot. À notre époque, nos amis, entre guillemets, écologistes, verts en tout cas, c'est pas des vrais écologistes, enfin bref, ou les Grünen en Allemagne, nous parlent évidemment, avec des trémolos dans la voix, de la nécessité de défendre la biodiversité. Et comment ne pas être d'accord avec eux si on a compris que l'homme, évidemment, n'est qu'une espèce parmi d'autres et qu'il ne se sauvera pas s'il assassine les autres espèces. Très bien, on est tous d'accord là-dessus. Mais comment se fait-il que, lorsqu'il s'agit de sauver la diversité des langues, alors là, c'est un grand ricanement et on est regardé comme des dinosaures, bien évidemment. Et là, tiens, on ne se rend pas compte quand on dit vous êtes des dinosaures, là, on n'est pas tellement pour la biodiversité. Supposons qu'on trouve un petit dinosaure sympathique qui est survécu jusqu'à notre époque. Tiens, par exemple, les crocodiles, ça naît. Hein. On va les exterminer? Non, les dinosaures. Hein. Bon, alors bref. Disons qu'en gros, ici, on voit toute l'hypocrisie de ces gens. Je termine simplement par ces mots. La diversité des langues n'est pas moins indispensable à la culture humaine, aux échanges humains, à la production d'un communisme qui ne sera pas arrasement des différences, mais partage des différences, que la biodiversité n'est indispensable à la vie, au vivant, hein, et à la nature. Voilà. Donc, si on veut défendre véritablement la nature, il faut aussi bien sûr défendre la culture, et on ne peut pas le faire. C'est anthropologique si on ne défend pas la pluralité des langues, puisque l'une des particularités de notre espèce, c'est non pas qu'elle parle le langage, personne ne parle le langage chez les êtres humains, chacun parle une langue, hein, et plusieurs même, de préférence. Voilà. Et donc, il n'y a de véritable partage, évidemment, que s'il y a de la pluralité. J'ajoute de la pluralité partagée, et partagée à égalité. Voilà, je m'arrête là. Les militants du PRCF se forment, car comme disait Lénine, sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire.